Écoutez, merci beaucoup, Madame la Présidente, présidente des sciences, vice-présidente de la Ligue, pour cette présentation. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Ça faisait un bon moment que je ne venais pas à vos travaux. Je remercie tout particulièrement Emmanuel Naquet qui avait transmis l'invitation. Et en dépit de ce temps un peu particulier de nos vies, je suis toujours content de me retrouver avec vous. Alors, effectivement, j'avais gardé, un peu un bon élève, le titre qu'on m'avait donné, que m'avait proposé, les sources juridiques de l'État social. C'est déjà un peu problématique quand on est juriste, puisqu'on se méfie un peu du mot source. C'est-à-dire qu'il y a certains juristes qui vont considérer, comme Hans Kelsen, vont considérer que c'est un mot inutilisable, en fait un concept inutilisable. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que cette difficulté du terme source peut nous permettre déjà d'engager une discussion un peu plus large. Comme je disais dans le papier de présentation, en réalité, on peut dire qu'il y a au moins deux grandes dimensions recouvertes par ces concepts de source. L'une est celle, peut-être la plus intéressante pour nous, enfin, en tout cas la plus amusante. Les juristes ne sont pas très drôles, donc il faut profiter quand on peut s'amuser un peu. C'est, on pourrait dire, les sources intellectuelles, en droit même, mais intellectuelles, théorico-conceptuelles. Certes, ces sources-là ne sont pas obligatoires. Ils ne s'appliquent pas directement pour la création du droit, mais c'est celles que vont nous permettre peut-être de prendre la mesure des évolutions de l'état social ou de l'état saisi par le social. Et puis, il y a les sources positives, comme on l'appelle, c'est-à-dire de droit positif, c'est-à-dire les normes qui s'appliquent dans la législation et la jurisprudence d'un État donné. Nous, en France, on a une situation qui est en elle-même assez complexe, puisque le cheminement juridique, on pourrait dire même constitutionnel, de cet État social va suivre des voies un peu particulières, notamment quand on compare avec d'autres pays de l'Europe. Nous avons c'est pas étonnant finalement, puisque tout système juridique dépend d'une culture juridique, et donc la culture juridique française a certaines particularités. Effectivement, on pourra penser que nous sommes un peu moins bien armés que d'autres États en termes des sources de droit positif, et notamment en sources de droit constitutionnel. Mais, comme je vous ai dit au début, si on utilise surtout les sources, enfin pour des raisons de temps, on va se tenir peut-être aux sources constitutionnelles, mais si on l'utilise dans un sens un peu plus large, il faut dire que la question même des sources juridiques a varié en fonction des évolutions de l'État, et notamment à partir d'un certain moment de l'État social. Or, la question n'est pas du tout, vous en doutez bien, anodine, puisque en fonction de la source sur laquelle on va appuyer, on pourrait mesurer les niveaux de protection sociale dans un État donné. Et en réalité, on considère que le premier État social, on va voir qu'en réalité le terme recouvre plusieurs moments dans le développement notamment européen, mais on considère que le premier État social va être celui qui mettra en place à partir des années 1880, et notamment à partir de 1883, le chancelier fédéral allemand Otto von Bismarck, un personnage qui n'est pas nécessairement très sympathique, et qui va, d'une certaine manière, donner une réponse étatique, ce n'est pas par hasard, à une problématique qui avait émergé pendant la Révolution française. Il va être très inspiré par un grand penseur allemand qu'on considère, enfin des langues allemandes, qu'on considère comme parfois outre-rang, on considère comme le fondateur ou l'un des
fondateur de la sociologie, parfois on le considère également un fondateur du droit administratif aussi, il s'appelait Lorenz von Stein. Lorenz von Stein va être un observateur, c'est quelqu'un qui va être très près des mouvements révolutionnaires autour de 1848 en France, va être un observateur de ce qui se passe notamment au moment de la Révolution de février, si on a le temps on va y revenir sur ces moments charnier en France, et il va sortir un ouvrage qui est un ouvrage très important, qui parlera du mouvement social en France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Par mouvement social, il voulait tout simplement se référer à ces changements de structure qui la Révolution française avait ouvert et sur lesquels je pense que nous vivons encore, en dépit des moments sombres qui ont été rappelés tout à l'heure. Il va être un partisan de ce qu'on appelle une révolution par les hauts. Parfois, on dira, Gramsci dira une révolution passive. Il va donc proposer aux classes possédantes de se saisir de la question sociale et se saisir d'une manière particulière, c'est-à-dire à travers l'État, à travers ses droits administratifs. Alors, quand le chancelier Bismarck, qui, avant de créer des lois d'assurance sociale, va faire voter surtout des lois de répression du mouvement ouvrier du Parti socialiste allemand de l'époque, les lois contre les socialistes, comme sont connues en Allemagne, il va commencer à donner une architecture sociale à cet État allemand qui venait d'être réunifié depuis une petite dizaine d'années. Et effectivement, là, on pourrait dire à ce moment-là, la source de cet État social naissant, ça va être la loi. Et que ce soit la loi, ce n'est pas anodin du point de vue juridique, puisque justement, à ce moment-là, la loi jouait contre les droits, qui était la forme par laquelle, justement, le mouvement social en France, et notamment le socialisme au tournant de 1848, avait revendiqué une réponse juridique à ce qu'on appelait désormais la question sociale, et notamment sous la forme d'un droit au travail. Ça va être l'une des premières formulations que les droits sociaux vont avoir, et c'est un débat très important, on n'a pas le temps de s'arrêter, en détail, éventuellement on reviendra lors de la discussion, mais c'est très important parce que déjà en 1848, le gouvernement provisoire, le gouvernement républicain, va essayer de donner une première architecture institutionnelle par deux biais, notamment, que parfois on confond, mais qui doivent être bien séparés. D'une part, ce qu'on appelait à l'époque la Commission du Luxembourg, la Commission des travailleurs, qui était présidée par Louis Blanc. Et à proximité lexicale, on avait créé quelque chose d'autre qui s'appelait les ateliers nationaux, qui apparaissaient donc comme une réponse notamment au problème du chômage. Alors, ces deux institutions vont être supprimées de cet ordre juridique républicain un peu provisoire au moment de la répression de juin, mais la question va revenir au moment de la discussion constitutionnelle proprement dite, c'est-à-dire à partir de septembre notamment, qui va donner finalement la constitution de la Deuxième République. Et à ce moment-là, le concept de droit au travail ne va pas être reconnu nommément, mais va donner lieu à un débat très important où, en gros, nous avons déjà engagé le problème clé qui reste encore notre problème à nous, le problème de l'universalité de l'État social. Bismarck, c'était déjà une réponse en termes contraires, c'est-à-dire le fait d'utiliser la loi comme source, c'est une manière d'affirmer la particularité de cet État social, c'est-à-dire que c'était un État social qui concernait avant tout les travailleurs, et surtout certaines catégories de travailleurs, on va commencer à élargir par la suite, mais le fait même de cette particularité, c'était comme un aveu pour les classes dominantes qu'il n'y avait pas d'universalité de l'État social, qu'il n'y avait pas des droits sociaux, par exemple, et qu'on devait tout simplement prolonger et étendre la vieille logique de la charité ou du paternalisme des nantis, des classes dominantes, envers les petits, les malheureux. Or,
effectivement, il va y avoir des débats très importants entre deux. Je ne peux pas y rentrer, mais il y a ce moment charnier qui était rappelé à l'instant même, qui est, et d'ailleurs, dans le programme de présentation, on rappelait la phrase de quelqu'un de sinistre mémoire, enfin on ne va pas se rappeler de lui, mais qui parlait des défaire justement l'œuvre du CNR. C'est un vieux rêve des classes dominantes en France, et c'est effectivement cet personnage visait juste, puisque effectivement c'est un moment très important en France et partout dans le monde. En réalité, il avait été déjà d'une certaine manière avancé par certaines réflexions aux États-Unis du gouvernement Roosevelt, suite à ces New Deal qui avaient produit un changement très important dans la perception qu'on avait du capitalisme jusqu'alors. Et le lendemain de la victoire de Peuple libre, comme dit le préambule de 1946, va être un grand moment de réflexion, et ça va être un moment d'extension, notamment de l'État social, ce que les Anglais vont appeler le welfare state, et qui en réalité a des bases différentes de l'État social bismarckien, c'est-à-dire que même si on ne quitte pas, et ça sera un autre débat peut-être plus technique, on ne quitte pas l'idée des besoins pour construire, pour imaginer cet État social, on va l'universaliser. C'est-à-dire que ces besoins n'est plus associés à une classe sociale ou à une couche sociale particulière. Le besoin, en quelque sorte, on pourrait dire le social, touche l'ensemble des citoyens. Alors, c'est ça la grande nouveauté du welfare state. Et, bien évidemment, les sources juridiques, du point de vue général, devaient changer. Alors, pas au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a un droit particulier, notamment en matière constitutionnelle. C'est un pays, comme on dit, des common law, mais ça va très fortement changer dans les pays de l'Europe continentale, dont la France et l'Italie. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va voir la principale source de droit positif français actuel, c'est le préambule de 1946 qui ouvrait la malheureuse constitution de la 4e République. C'est un peu... on devrait parler longuement de ces particularités de cette constitution de 1946. La France est le seul pays de l'Europe occidentale qui ne réussira à garder sa constitution du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez la cause, c'était cette décolonisation qui va faire, même si on est souvent un peu injuste avec la 4e République, qui avait réussi à avancer certains éléments de décolonisation sur d'autres, et finalement sur l'Algérie, il va trouver ses limites, et nous aurons une deuxième constitution d'après-guerre, celle de 1958. Or, mais en dehors de cette fin un peu triste de la 4e République, il faut dire que les débuts n'étaient pas faciles non plus. C'est-à-dire que cette constitution de 1946 était le résultat, comme vous vous souvenez, d'un premier rejet du peuple français en mai 1946, du premier projet de constitution de la 4e République, qui avait l'opposition du général de Gaulle, qui avait été très marqué par la présence désormais très forte des socialistes et surtout des communistes qui étaient arrivés en premier lieu lors des élections d'octobre 1945. Alors, cette constitution, ce projet de constitution qui va être rejeté, finalement, c'est assez rare. Malheureusement, au Chili, on a connu la même chose il y a un an. J'espère maintenant qu'on va reconnaître, qu'on va rejeter à nouveau l'actuel projet. Enfin, ça, c'est un autre débat. En décembre prochain, il y aura à nouveau un référendum au Chili. Cet premier projet de constitution, qu'on appelle parfois d'avril 1946, donc le rapporteur avait été Pierre Cotte, une figure très importante que vous connaissez bien aussi, et professeur de droit, par ailleurs résistant, et cette constitution très ambitieuse, en quelque sorte, avait voulu refonder les bases, et même on pourrait dire les sources, même si on ne parlait pas comme ça, juridiques, que primaient jusqu'alors en France en matière de droit, et suite à des débats
acharné dans l'Assemblée, mais qui en réalité avait commencé dans l'œuvre juridique de la Résistance, qui est une œuvre très riche, sur laquelle il faut toujours y revenir. Il y a une très grande richesse dans ces débats qui vont notamment se développer à partir de 1942 dans la France libre. On va essayer de refonder la déclaration de 1789 en la remplaçant par une nouvelle déclaration qui allait ouvrir ce projet de constitution. Et là, pour la première fois, on a vu une reconnaissance systématique des droits sociaux et économiques, comme on disait, en tant que fondement de la Constitution. Quand finalement on va racheter cette Constitution, et on fera des nouvelles élections en juin 1946 pour une nouvelle Assemblée nationale et donc la rédaction d'un nouveau texte, on va interpréter que le rejet par le peuple français était plutôt à droite, et donc il fallait modérer peut-être sur plusieurs points, pas uniquement en matière de droit, mais modérer les rêves du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et donc du programme du CNR. Alors, du point de vue juridique, c'est très important parce qu'on va abandonner l'idée même des déclarations des droits et on va se contenter d'un préambule. Et puis, on va essayer de faire attention à ne pas afficher clairement l'idée des droits, et donc on va dire c'est des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, qui vient compléter en quelque sorte, le mot compléter ne se retrouve pas dans le préambule de 1946, ça c'est très important, c'est une discussion juridique qui va s'engager postérieurement, ces préambules va devoir donc initier, ouvrir cette constitution. Or, à l'époque, on n'était pas certain que un préambule était une norme juridique applicable. C'est une discussion très importante, d'ailleurs ça le reste, et ce n'est qu'à partir des décisions des deux plus hautes juridictions de la France de l'époque, le Conseil d'État et la Cour de cassation, et notamment pour un droit très important qui était le droit des grèves, l'un des droits qui était formulé de ces préambules, qu'on va pour la première fois reconnaître une source constitutionnelle dans ces préambules de 1946. Puis cette constitution de 1946 nous offrait une autre disposition que certains spécialistes considèrent que c'est la seule disposition des fonds sur l'état social en France, c'est la République sociale. La formule, la République sociale. Alors, effectivement, là encore, c'est dans l'article 1er de la Constitution, on considère que ce sont des articles qui offrent des principes généraux, mais dont on ne sait pas quelle pouvait être l'application. Or, ces préambules de 1946, cette République sociale, vont se retrouver d'une manière un peu indirecte, pour ce qui est du préambule, dans la Constitution de 1958, notre Constitution actuelle. Quand on dit Constitution, en fait, on pourrait dire qu'il y a plusieurs constitutions de la Ve République. Même on peut dire que depuis Emmanuel Macron, on est en train de vivre une 4e ou 5e République. Parfois, il y a eu des changements formels, comme l'élection du président au suffrage universel direct en 1962, ou les quinquennats qui ont marqué des ruptures importantes. Parfois, maintenant, c'est des pratiques, des conventions comme celle du gouvernement actuel. Or, effectivement, il va apparaître dans cette Constitution de 1958 un acteur qui, à l'époque, a plutôt une fonction de chien des gardes, des pouvoirs qu'on vient de retirer au Parlement, c'est le Conseil constitutionnel. Et c'est ce Conseil constitutionnel qui reste encore aujourd'hui une institution un peu sui generis. Ce n'est pas une véritable cour constitutionnelle, comme j'enseigne toujours à mes étudiants, mais bon, c'est ce qu'on a comme autorité d'interprétation constitutionnelle, va, par un cheminement qui est un peu long, finir en 1971 par reconnaître que ces préambules de 1946 faisaient partie de la Constitution. En effet, le préambule de la Constitution de 1958 renvoyait au préambule de 1946, c'est par ce type d'opération que les juristes savent faire, d'interprétation des textes. On va relier les deux textes dans une opération qui était à l'époque très large. Or, effectivement, on peut dire que les sources positives de notre État social se retrouvent là, au préambule de 1946 et dans la définition de la République sociale.
malheureusement, j'en ai fait la recherche encore ces jours-ci sur la table de matière du Conseil constitutionnel depuis jusqu'à juin dernier, depuis 1958. Si vous, grâce au soutien informatique, vous cherchez République sociale, vous ne trouverez rien. Et, sauf erreur, donc, il n'y a pas d'interprétation de la notion de République sociale de la part du Conseil constitutionnel. En revanche, il va y avoir une interprétation très large et relativement importante du préambule de 1946, de ces principes politiques, économiques, sociaux, particulièrement nécessaires à notre temps. Or, effectivement, là, nous avons un débat qui est toujours un débat actuel, c'est-à-dire que le Conseil va donner une interprétation un peu particulière dans laquelle la normativité de ces préambules, les dispositions de ces préambules ne vont pas être exactement les mêmes. En gros, on va reconnaître deux types de principes, des principes qui oblige le législateur à respecter ou éventuellement créer des droits en matière sociale, des droits, donc parfois on dit droits individuels, et notamment ça va être les paragraphes 6, 7, 8, c'est-à-dire ça va toucher trois grands aspects, la liberté, ce qu'on appelle la liberté syndicale, le droit des grèves et le droit des travailleurs à participer dans la détermination des conditions de travail. Alors, pour ces trois dispositions du préambule de 1946, on va parler des droits sociaux fondamentaux, parfois droits sociaux des travailleurs, aux droits fondamentaux des travailleurs, ou encore liberté sociale. Les juristes sont assez imaginatifs pour donner des formules, et ils vont nécessairement tirer des conséquences normatives qui vont être très importantes. Or, le problème, c'est avec les autres sources positives qui peuvent offrir ces préambules, où le Conseil constitutionnel va avoir une position plus restreinte. On va considérer que c'est une source pour des politiques publiques, donc qui peuvent varier au gré de majorités ou des programmes politiques dans le gouvernement. Et effectivement, il touche ces droits que parfois on appelle droits créances, par les différencier des droits sociaux des travailleurs, qui sont des droits comme le droit au logement, le droit à la santé, etc. Or, il y a parfois des discussions, par exemple concernant le droit à l'emploi, le droit au travail, c'est-à-dire que c'est le paragraphe 5. C'est des discussions techniques, peut-être on y reviendra dans la discussion, mais ce qui est important, et ça sur ce, parce que je suis en train d'épuiser mon temps de parole, c'est que... tout va bien. Pardon ? Tout va bien. Ça va ? Bon, bah, très bien. Alors, la donne va changer à nouveau quand, à partir des années 70, va commencer ce qu'on appelle, il faudrait revenir sur cette terminologie, la crise de l'État social. En général, on considère que c'est la crise énergétique de 1973, le choc pétrolier, comme on l'appelle, qui va marquer ses débuts. Alors, effectivement, là, il y a à nouveau un enjeu que dépasse la question juridique, mais qui va avoir sa traduction juridique et spécifique. C'est qu'effectivement, on va connaître d'abord le phénomène du chômage de masse, qui en France apparaît dès 1974. Il va y avoir des conséquences partout, dans des matières qui vous intéressent tout particulièrement, comme les droits des personnes, des immigrés, etc., qui vont commencer à être modifiés à ce moment-là. Mais en matière de droits sociaux, ils vont apparaître des revendications ou des demandes qui n'étaient pas au centre du système du welfare state. En gros, dans le système du welfare state, nous avons une institution juridique qui est centrale, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale, au sens large du terme, c'est-à-dire que en France, la sécurité sociale est créée en 1945 et, par une ordonnance, et cette idée de sécurité sociale va au-delà de l'institution, c'est, si vous voulez, une idée philosophique, ce qui marquait la rupture sur ce plan-là avec le modèle de Bismarck. Ce n'était plus une logique d'assurance sociale, c'était une logique de sécurité sociale. Et
nous avons dit, cette logique des sécurités sociales s'étendait désormais à tous les citoyens, et pas uniquement aux malheureux, aux pauvres, infirmes, enfants sans ressources, etc. etc. Alors, dans des pays comme l'Europe développée, l'Europe occidentale avant tout, nous allons voir la montée en puissance de droits qui étaient des droits sociaux, mais d'un type particulier qu'en gros on pourrait catégoriser sous les termes de droits aux aides sociales. Et ces droits vont devenir de plus en plus importants. Il y a un moment fondateur en 1988, à la fin de l'année 1988, lors du gouvernement Rocard, qui va être la création du RMI, du revenu minimum d'insertion, comme vous vous souvenez, on ne l'appelle plus comme ça, et qui va être le premier signe de ce changement, signe qui est d'ailleurs accompagné par un changement des sources de financement de la sécurité sociale, puisqu'on va la France était restée un peu en dehors d'un mouvement européen plus large. La France avait choisi de ne pas financer par l'impôt son système de sécurité sociale et avait préféré, c'est une revendication des organisations sociales, de les financer par les cotisations professionnelles. Et donc là, avec la CSG, on commence à avoir des premières sources qui sont liées directement à l'impôt. Or, ces droits-là vont, d'une certaine manière, faire appel à une logique différente que, d'une certaine manière, particularise à nouveau la question tout en l'élargissant, puisqu'il ne s'agit plus des droits d'assistance du XIXe siècle. Le RMI et puis désormais maintenant le RESA sont devenus des droits très étendus. Le RESA va tirer juridiquement la conclusion qui s'imposait des faits depuis un certain moment, c'est le fait qu'on pouvait être travailleur pauvre, travailleur, salarié, mais avoir besoin également d'un complément des revenus que les RMI avant ne permettaient pas, et les RESA étaient ouverts désormais aux travailleurs. Alors, effectivement, là, les sources, en quelque sorte, vont forcément s'élargir, et on va voir apparaître une idée qui est centrale, qui va être mobilisée notamment d'abord par les hommes politiques, mais surtout ce qui compte pour nous du point de vue juridique, c'est par le Conseil constitutionnel, c'est le principe de solidarité. Le principe de solidarité. C'est-à-dire que le principe de solidarité avait occupé une place très importante dans la culture française, puisque l'une des premières tentatives de penser un État social qui ne s'appellerait pas État, puisque ça c'était un mot honni des Boches, nos ennemis. Donc on va justement commencer à broder autour de la République. Et comme vous le savez, c'est un radical, un membre du parti radical et radical socialiste, Léon Bourgeois, qui va élaborer une théorie dite du solidarisme, dont la solidarité apparaît au centre, et donc le fondement, la source juridique va être en discussion. Ça va être une source philosophique, puisqu'on n'a pas le volet philosophique de la matinée. Pour quelques euros de plus, je peux vous faire le travail. C'était pas dans l'engagement. Oui, bah, c'est pas bon. Bon, okay. Alors, je reste juriste. Non, c'est-à-dire que ces principes de solidarité, c'est un concept qui apparaît au XIXe siècle et qui commence à être, entre guillemets, à la mode. D'ailleurs, on va accuser parfois Léon Bourgeois d'avoir peut-être un peu recopié ailleurs, par exemple chez Durkheim, qui avait fait sa thèse sur la division du travail social et avait mis le concept de solidarité au centre. Et là, c'est l'idée que la solidarité est en réalité un fait social, et qui donc juridiquement, c'est-à-dire en tant que source normative, on ne peut plus partir d'un contrat, mais de ce qu'appellera Léon Bourgeois, c'est une figure proche, du quasi-contrat. Un quasi-contrat, c'est-à-dire un type d'accord que, tout en n'étant pas explicite, produit les effets d'un contrat. Alors, effectivement, Bourgeois va être très importante, non pas en tant que philosophe, quoique, mais surtout, c'était un homme politique de poids, très influent, qui va commencer, sous son influence, un travail important. En matière législative, c'est la Troisième République, on y reviendra s'il y a besoin d'autres éclaircissements, mais vont engendrer, du point de vue social, peut-être pas une avancée aussi forte qu'en Allemagne. Quand on arrivera
par exemple avec la loi des retraites ouvrières et paysannes, Jean Jaurès va être très engagé, son nom a été rappelé, sa mémoire m'est chère aussi. Quand la loi finalement va être adoptée par le Parlement, très vite la Cour de cassation va lui enlever les effets obligatoires, donc très rapidement il va devenir inopérante, mais d'une certaine manière il y a là cette idée de solidarité qui apparaît, qui va apparaître dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel de plus en plus. En 1946, le principe en France n'est pas adopté dans une portée générale, c'est avant tout la solidarité devant les catastrophes, les calamités, mais on va l'élargir, et par exemple le Conseil constitutionnel, quand il va sanctionner l'existence d'un droit au logement qui n'existait pas nommément dans les préambules de 1946, c'est une décision très célèbre du Conseil constitutionnel, il va donc donner comme source constitutionnelle, source juridique, ces principes de solidarité. Donc, vous le voyez, nous sommes, et sur ces mots je vais peut-être conclure, nous sommes dans un débat à multiples effets. On peut dire que nos sources positives sont relativement limitées, mais en même temps, et c'est sur ce point qu'on doit peut-être garder l'espoir, les juristes ne font pas des révolutions. Les juristes rarement changent le monde, tout au plus ils interviennent après. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a désormais, et on l'avait vu très clairement lors du mouvement des Gilets jaunes, on l'avait vu avant dans des mouvements semblables qui se sont produits dans d'autres parties de l'Europe, il y a de la part des citoyens qui sont à nouveau un peu particularisés à partir de leurs besoins, il y a une revendication très forte de l'idée des droits, une idée très forte de saisir par eux-mêmes la Constitution, les sources juridiques, les mobiliser à leur manière, qui ne plaît pas aux juristes. C'est une autre histoire, mais pour ce qui me concerne, ça ne me dérange point. Merci beaucoup.